Hello, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa, votre podcast destiné au père et au papa. Et aujourd'hui, j'ai un nouvel invité et cet invité, c'est Gaël. Gaël, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, tranquille. Merci d'avoir répondu à l'appel. C'est normal, ça fait plaisir. Ça me fait particulièrement plaisir de te recevoir puisqu'on a beaucoup échangé avant de venir. Tu verras qu'aujourd'hui, c'est un peu cosy, hein, Ok, bon, vu que, voilà, bien. petit canapé, tout ça. D'habitude, sur une table bien formelle, là, c'est petit canapé. Donc, on est à la cool. Tu vois, donc tu connais le concept. On va parler de toi, de ta vie de papa, comment ça se passe, et aussi, comme je t'avais précisé un peu avant, tu pourras te présenter sur ton activité, tout ce que tu fais habituellement. Mais là, pour le moment, on se concentre sur ton activité de père de famille. Donc, Gaël, donc tu es papa depuis combien de temps? Combien as-tu d'enfants déjà? J'ai 3 enfants Ok. et je suis père depuis 23 ans. Oh, ok. Donc, tu as 3 enfants. Le premier, il a quel âge? Alors, la première, elle s'appelle Juliane, elle a 23 ans. Mhm. Le deuxième, c'est Owen, qui a Oui. 18 ans. Et le troisième, c'est Adama, qui a 5 ans. Eh bien, félicitations, parce que être papa depuis 23 ans, être aussi bien enfant comme tu l'es actuellement, c'est une bénédiction. C'est pas donné à tout le monde. Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, je pense que les enfants aussi nous donnent une forme. C'est un feu qui nourrit aussi. Donc, C'est ça. ouais. C'est la fontaine de jouvence, tu vois, la jeunesse qui nous Je ramène pense, de la hein. Non, mais jeunesse. vraiment, en plus, hein. Non, mais c'est totalement ça, puisque même des fois, on dit souvent que, enfin, pour les grands-parents notamment, on dit, on leur conseille d'avoir leurs petits-enfants souvent avec eux pour que justement ils puissent avoir cette stimulation et que justement ça les fait maintenir jeunes d'avoir tous ces enfants, puisque nous, leurs propres enfants à eux, hein, nous on est déjà trop vieux. Maintenant ils aiment bien avoir des gens tout petits. Ça les replonge dans la vie d'avant. Mais toi, t'as toujours voulu être papa? Bonne question. Je pense que j'y avais peu songé avant mes premiers, et c'est quand je suis devenu père, peut-être là après Owen, Mhm. non, on va dire que quand les 2 premiers en fait ont bien grandi, que j'ai commencé à apprécier être vraiment père Mhm. et à avoir envie d'être vraiment encore plus père, comme Ouais. je disais. Voilà quoi. D'accord, c'est donc quand les 2 premiers sont arrivés que t'as voulu, enfin que t'as ressenti vraiment l'envie d'être père, c'est ça? Ouais, quand les Ou deux du moins premiers. ça s'est amplifié, on va Ça dire. s'est amplifié avec au fur et à mesure que je les élevais. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait donc quand Comme ils étaient petits, ouais, ils étaient petits donc là c'est un peu l'âge un peu boubou gaga. ouais. Et là quand ils ont commencé un peu à s'exprimer, avoir un peu plus d'autonomie, là c'est là où tu t'es dit que C'est vraiment, je vais te la faire comme ça, c'est que comme je suis devenu père à 22 ans, c'est quand ok. même, tu vois, c'est jeune on sait très bien que nous les hommes, pour être matures, en tout cas sur Voilà. plein d'autres sujets, il faut attendre que les années se passent. Je pense qu'à 22 ans, j'étais pas du tout mature. C'est vraiment, j'ai commencé à me rendre compte en fait de l'aura en fait de ce que c'était d'être père Ouais. vers 28 ans, 29 ans, et encore, je le dis, à cet âge-là, j'étais encore voilà quoi. Donc c'est vers 35 ans Ah oui. que j'ai commencé à me dire putain en fait c'est vraiment tu vois. C'est cool d'être Ouais papa. ouais. Et je pense que c'est les 2 premiers en fait qui m'ont construit en tant que père. Les 2 Les premiers. 2 premiers. Ouais. Donc tu m'as dit que le premier enfant tu as eu à 22 ans Ouais. et donc le deuxième est arrivé à quel âge? Le Quand tu avais quel deuxième âge? est arrivé 3 ans, 4 ans après. Ouais. Ouais, je devais avoir 25, 26. 25, 26. C'est encore très jeune. Ouais. C'est encore très jeune. Non, on va pas se mentir. Ouais, mais c'est bien. Moi, j'aurais bien aimé, hein, mais pour ma part, mais après, tu vois, il y a les conjonctures sociales et Non, tout non, et compagnie. Ça, je leur conseille d'avoir limite 33 ans, 35 ans. c'est précis, hein. Oui, 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 pour devenir père, c'est-à-dire d'avoir vécu suffisamment de choses, d'avoir taillé un peu sa pierre, voilà quoi. Ouais, D'accord. d'apprendre à se connaître un peu mieux. Ah oui, c'est important Ouais. parce que on fait pas des enfants avec n'importe qui. Oui, c'est ça. Tout le monde veut être père, mais certaines personnes, enfin, ne savent pas déjà qui elles sont. Donc, comment tu veux Mm. aider un être qui sait pas du tout ce que c'est que la vie à se construire, à avancer droit, si lui-même n'avance pas droit, quoi.
C'est beau, c'est beau. On est qu'à 5 minutes d'émission, Ah. tu lui donnes des trucs, tu lui donnes des belles paroles. Donc, ok, donc le premier t'es arrivé à 22, après 26, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, 25-26. 25-26. Et le troisième, t'es arrivé, tu avais donc Ouh, Adama, j'étais dans le bel âge. Adama, j'avais 39 ans, 39 ans, 40 d'accord. Donc ça part, donc, et comme tu m'as dit tout à l'heure, donc c'est à 35 ans que là, t'as vraiment ressenti l'envie d'être père. Ouais. Donc, en fait, quand Adama est arrivé, sans bien entendu dénigrer les deux premiers, Oui, c'est bien quand sûr. Adama est arrivé que là, t'es en mode, là, j'ai envie d'être papa. J'étais avec tout ce que les deux premiers avaient, enfin voilà quoi, avaient vraiment placé en moi, parce que c'est les enfants. On dit que on élève des enfants, mais les enfants font aussi les pères Mhm. et les mères quoi. Et c'est avec ça ouais que j'ai pu vraiment embrasser ma paternité d'homme mûr Mhm. avec Adama quoi. D'accord. Donc c'est à ce moment-là où tu t'es vraiment senti vraiment vraiment prêt à être père, alors que c'est beau ce que tu dis parce que en soi, c'est généralement on fait des enfants, on les enchaîne, tu vois, on en Ouais, fait ouais. un peut-être tous les 3 ans, 3 à 4 ans, mais là tu vois, il y a quand même un écart entre quand t'as 22 ans et à Ouais. 39 ans, tu vois. Ouais, ouais. Ça fait penser un peu comme les footballeurs qui disent souvent que ouais, quand ils sont jeunes, c'est ils courent partout et compagnie, mais Ouais. à arriver à un certain âge, vers 30 ans, ils connaissent leur karaté, comme on dit. Mhm. Ils savent gérer leur effort, ils savent à quel moment être décisif. Et là, en fait, c'est ce qui s'est passé avec toi, avec l'arrivée d'Adama. Avec l'arrivée d'Adama, mais il a fallu repasser par des phases. Alors oui, c'est vrai que moi je savais plus qui j'étais, donc Adama est arrivé, tu vois, même l'accouchement, la grossesse, j'étais pas en pour les deux premiers, en fait, j'avais des petites angoisses. Je sais pas, c'est chelou, je vais le dire, mais je sais que je les voyais, je faisais des rêves, je les voyais dans le ventre de leur mère, et tu sais, je voyais les œufs de Vélociraptor. Et moi, je me disais, ouais, je vais avoir des bébés, ils vont être fous, tu sais. Et pour Adama, non, ça va, j'ai pas eu d'angoisse, j'étais assez serein. Et je rebondis aussi sur le truc que tu me disais. Ça a été même plus facile de gérer Adama effectivement quand il était petit, c'est-à-dire quand il courait partout, qu'il avait le feu, qu'on le retrouvait la tête dans des boîtes, les pieds en l'air ouais. Ouais. Ça a été beaucoup plus Beaucoup simple. plus simple, ouais. Parce que quand t'as eu les deux premiers, c'était, oui, quoi, au vu de l'écart d'âge, c'était vraiment de l'expérimentation, c'était de l'expérience. C'était très expérimental, c'est le mot juste, c'était très expérimental et formateur, donc ouais, expérimental. Aussi. Et puis moi, j'avais pas la même aura en tant qu'homme, c'est-à-dire que j'étais pas construit pareil, je vivais chez ma mère, tu vois, donc il fallait que je les accueille chez ma maman, avec moi mes propres envies de guidance en paternité, avec derrière, tu connais, t'as la maman. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Le N+1. Non, ça, il faut faire comme ça. Mais non, mais moi. Et enfin, ça a été un peu plus rocailleux, mais pour en discuter de temps en temps avec les deux, avec Julian et Owen, tu vois, je leur dis, ouais, désolé, j'aurais voulu vous apporter ce que j'apporte là à Adama, c'est-à-dire le toit, le daron qui est là, qui gère les trucs. Eux, ils l'ont super bien vécu. Ils me disent, non, c'était canon. Ils avaient les repas de la mamie, tu vois, qui étaient prêts. Ils se souviennent du rôti du dimanche, de viande, de l'ambiance. Enfin voilà quoi. C'était une ambiance. Moi, j'ai du mal à les comparer ces deux périodes, à me dire laquelle est la meilleure. Et je vais dire que ça a été bien pour eux à ce moment-là. Et j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui accepte aussi de recevoir mes enfants, parce que je sais que pour avoir discuté avec d'autres hommes, c'est pas toujours pareil. Effectivement, il y a des fois, il y a des hommes qui sont obligés de visiter leurs enfants. On va aller dans les pires situations chez les parents de la copine, et uniquement, ou alors en foyer. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance, on avait la chance, elle, la maman de Julian Owen, d'habiter chez ses parents au tout départ, quoi, et moi d'avoir mes parents, quoi. Donc ils avaient deux grands-parents qui étaient quand même assez présents et disponibles. et bienveillants, quoi. Ça, c'est super important. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire. T'as quand même eu j'allais pas dire le courage, mais au moins l'honnêteté de dire à tes enfants. Ah bah oui. Désolé. Bah oui, parce qu'ils le voient, tu vois. C'est récemment, je réfléchissais à ça parce que je vois le père que je suis aujourd'hui et que j'aime, hein. Et je me dis j'ai souvent ces allers-retours sur, tu vois, comment t'étais avant. Il y a encore, allez, je repars il y a 5 ans, je me mettais des coups de batte dans l'arrière du crâne en me disant, tu vois, t'étais nul, Et aujourd'hui, j'arrive à apaiser et me dire, tu vois, ça a été un peu compliqué parce que c'était comme ci et comme ça.
mais t'as fait comme tu pouvais. Ouais. Et au final, quand je leur parle du passé, j'ai des rires de leur part, ils me racontent des anecdotes et je me dis non, mais en fait, c'était cool. C'est toi qui as cette volonté de vouloir être ce père-là maintenant Ouais. pour tous les autres enfants, mais Mm. voilà quoi. Mais c'est déjà beaucoup de faire ce mea culpa parce que t'as beaucoup de parents qui, avec le temps, ils se rendent compte que ils ont été durs en fait avec leurs propres enfants, tu vois. Et c'est des fois, c'est dans quel type de situation? C'est quand ils voient leurs enfants avec leurs propres enfants en fait. Enfin, Oui. quand les enfants avec les petits enfants, tu Ouais. vois. Ils se disent mais pourquoi tu fais ça? Mais après ils disent mais c'est comme ça que tu nous as éduqués, Ouais. tu vois. Et tu sais, des fois t'as des parents, ils arrivent pas à se dire je suis désolé de t'avoir éduqué comme ça ou d'avoir ce mea culpa parce que bon, tu connais dans certaines familles. Les enfants sont des êtres inférieurs aux Oui, il y parents, a une tu vois. hiérarchie, il y a une hiérarchie. Exactement. Voilà. Et tu vois, pour eux, s'excuser, c'est un peu comme un signe de faiblesse, tu vois. Alors qu'ils ils sont supposés être des parents forts et que c'est l'élément supérieur, comme tu as dit, la hiérarchie. Mais toi, que tu aies pu faire ce mea culpa auprès de tes enfants et que eux l'aient bien vécu, moi, je trouve ça beau. Et surtout qu'en plus, j'ai vu récemment, j'ai plus la référence, il y a une émission anglophone où, un peu dans le même concept que le mien, tu vois. Ouais. J'ai pas qu'ils ont copié mon concept, hein. Mais en fait, t'as un père, un fils, et tu vois, limite le fils parle avec son père, il dit mais voilà, je voudrais que tu m'expliques pourquoi tu m'avais éduqué comme ça, pourquoi ça a été comme ça à certains moments. Et tu vois, t'as certains pères qui sont en mode mais je t'ai éduqué comme ça, mais parce que c'est comme ça qu'on éduque les enfants. Oui. Et t'en avais d'autres aussi qui étaient dans le mea culpa et d'autres qui étaient entre les deux. J'ai été comme ça pour que tu sois ce type de personne. Et pourquoi? Parce que le dehors, c'est pas facile. C'est sauvage. Ouais. C'est pas facile. Et donc non, ce type de mea culpa, c'est beau à avoir. Et Ouais. vas-y, dis. Non, c'est important parce que pendant que je le disais, je me disais mais nous on est trop forts, on fait partie d'une génération, on remet tout en question, tu vois, et on se permet, mais c'est normal qu'on se le permette et c'est même bien, on se permet même d'avoir un regard sur ce que on va rejuger comment nos parents nous ont éduqués. Tout à fait. Et je me dis on se permet parce que je dis juste que pour la plupart d'entre nous, nos parents, ils sont arrivés en France, ils ont dû faire le taf, c'est tout, pour remplir les assiettes, payer le toit et nous offrir des vêtements et un avenir décent. Donc, mais on critique quand même. Donc je me dis, moi j'ai critiqué mon père, personnellement, j'ai eu des vues aussi sur ma mère, que je me suis permis de lui dire, à moi d'avoir mes parents n'avaient pas le temps, parce qu'ils faisaient le taf, puis ils avaient une autre pression que nous. Nous, on est un peu plus chill, donc je me dis, bah toi, vu que t'es chill et que tu t'es permis de critiquer, fais cet aller-retour pour Watt, en fait. C'est bien de le faire, je dis pas tous les ans, c'est bien d'avoir quand même, de prendre tous les ans ou tous les 6 mois, de dire, tiens, je vais observer ma maternité ou ma paternité. Et là, j'ai été un peu, tu vois, par rapport à il y a quelques années, moi, je trouve ça cool. C'est vrai que comme toi, il y a des gros écarts entre tes deux premiers et Adama. C'est vrai que toi, tu peux vraiment te faire comment dirais-je, j'ai pas le mot. Mais du moins le comparatif. Oui, voilà. Il y a une disparité vraiment assez importante. Ouais, l'espace-temps est important, mais c'est super bien, ça te permet de te faire une rétro de, voilà, c'est le mot que je cherchais. Oui, c'est une vue, une rétrospective assez importante, ouais. C'est vrai. J'avais pas vu, tu vois, pourtant il y a un écart, hein, c'est quelque chose, c'est dans ma vie, tu vois, mais j'avais pas, c'est la première fois que je vois, je me dis oui, effectivement, oui, on peut se faire des rétrospectives. Ouais, c'est cool ça. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des grossesses, enfin du moins les 2 premières grossesses. Ouais. T'as dit que t'étais en mode c'est un peu déboussolé. Et moi, je voulais savoir comment tu l'as ressenti à partir du moment où la maman de Owen et Juliane, Juliane, c'est ça, hein, oui. de Owen et Juliane t'a dit, on va commencer par Owen vu que c'est lui le plus vieux. Hein. Non, c'est Juliane. Bon, par Juliane alors. Qu'est-ce que t'as ressenti quand la maman de Juliane t'a dit, je suis enceinte? Je te donne la vraie version. Ok. Après, on la coupera. Moi, on n'était pas ensemble. De toute façon, tu me dis ce que tu vas raconter, tu vois. J'essaie alors, parce que celle-là, ça va être dur pour Juliane. On n'était pas ensemble du tout et je lui ai dit, je te le fais comme ça, mais je lui ai dit, en gros, moi, je veux un enfant avec une femme au moins que j'aime et avec qui je suis. D'accord. Donc, on va pas le mettre ça. Mais je vais rebondir. Quand j'ai su que la mère de Juliane allait garder Juliane, la première chose que j'ai voulu faire, c'était une reconnaissance anticipée.
D'accord. Comme on n'était pas, on était un petit peu en conflit, je me suis dit, ouais, il faut. Et puis ma mère même me poussait à ça. Elle me disait, oui, voilà, c'est ta fille, enfin ton enfant. Mhm. Moi, je me disais, oui, c'est mon enfant. Effectivement, à 22 ans, on t'annonce que tu vas être père, pas avec la personne. J'étais un peu déboussolé. Mais la première chose que je voulais, Mhm. dans ma tête, c'était pas ouais, je vais devenir père, nanana, c'était un enfant arrive. Et je me suis dit, cet enfant, je veux qu'il porte mon nom. Ok. Je veux assumer. Ça a été la première chose que je voulais pour Juliane, c'était assumer qu'elle porte mon nom. Mm. Après le reste, oui, j'avais peur parce que c'était l'inconnu et j'imaginais un vélociraptor. L'œuf de Vélociraptor. Non, vraiment. Hein, et je Ouais. voyais, j'étais terrorisé par cette nouveauté, tu vois. Ouais. Et il y a des fois où je me réveillais la nuit avec des sueurs froides, je voyais l'œil du vélociraptor et je disais, oh, elle arrive. Comme dans Jurassic Park, c'est ça, là? Vraiment, Quand là, vraiment, il de ouf. passe. Et le truc, j'accélère, c'est que Juliane est née. L'accouchement s'est bien passé et tout ça. Mhm. Je crois que c'était l'année où Paoletta était au PSG. Je le time C'est comme une ça. rêve. Non, C'est mais une rêve. oui, mais c'est la rêve temporelle. Je me C'est rappelle ça. du France Football, c'est Paoletta arrivé au PSG parce que je crois que j'ai pris Juliane en photo à l'Argentine avec ce France Football. Et le truc, c'est que Juliane arrive. Donc je vois l'accouchement. Moi, j'ai tout regardé de l'accouchement. Je voulais tout Ok. voir. Tu sais, le placenta qui sort. Ah, t'es chaud? Non, tout m'intéressait, de comprendre le mouvement, la mécanique humaine, même l'émotion au niveau de ce que la mère vivait, tout ça, tout m'intéressait. Et je sais que quand Juliane est arrivée, il y avait toujours ce souvenir de vélociraptor. Je me suis dit, mais pourquoi? Je me suis dit, va prendre ta fille. On m'a mis l'enfant dans les bras. Mhm. Juliane, elle avait un pain d'œuf. C'est-à-dire, Ah. alors... C'est un pain sucré. Alors, c'est-à-dire que son crâne faisait un cône. Ah, d'accord, ok, très bien. Mais moi, tu me mets un enfant comme ça. En plus, on a des origines dans la famille eurasienne. Ok. Donc, elle avait les yeux tirés, un pain en cône. Et je regarde la femme tout de suite. Je fais, mais je voyais bien l'enfant, il a un problème. Je crois que Juliane, elle était mongolienne. Comme ça. Et sur le coup, tu vois, moi, je me dis, mon Dieu, et tout, comment je vais faire? Et je crois que c'est un des infirmiers ou sages-femmes, c'était un homme, on était dans la salle où, tu sais, ils enlèvent un peu de... comment ça s'appelle ils naissent avec une substance qu'on laisse un petit peu, qui est censée entretenir leur peau. J'en entends, j'ai parlé, je connais pas le nom, mais... Je me rappelle plus de cette substance, mais... Et puis, il y avait la chauffeuse. Et là, le mec qui me rassure, il me fait, mais qu'est-ce que vous avez? Je fais, bah... Il me fait, non, va bien. Je fais, mais vous êtes sûr mentalement, il y a rien de chose. Tu sais, même psychomoteur. Et ils m'ont dit, non, tout va bien, en fait. C'est juste un pain dessus parce qu'elle est restée longtemps en position siège. Donc, son crâne, qui est encore malléable, a pris la forme. La forme, mais c'était un truc comme ça. D'accord. Donc, ça a été un bain d'émotions. Et je sais que je suis rentré à la maison, il devait être 3-4 heures. Je me suis couché, c'était tellement... voilà. Ouais, c'est éprouvant. C'est... Ouais. Plus éprouvant pour la mère, mais moi, ça a été plus émotionnel et comme je cogite beaucoup... Ouais, bah, allez, on a tous notre ressenti, hein, même si, on va dire, l'épreuve est physique pour la maman et émotionnelle. Nous, on n'a pas la partie physique. Bon, même si j'ai entendu qu'il y a certains papas qui est tombé dans les pommes. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, parce qu'il veut tout ça, il veut assister à tout aussi. Oui. Non, mais après, il faut en être capable aussi. On va parler des hommes capables, c'est ça? Non, mais tu sais, d'avoir la... Il y a des gens qui ont une tolérance au sang, tout à fait, à la souffrance de l'autre aussi. Et en plus, je pense qu'il n'y a même pas que ça qui se mêle. S'il y a le fait que l'enfant il arrive et qu'émotionnellement ils sont, bah oui, je suis papa et. Parce que ouais, c'est vrai, parce que pendant 9 mois, tu vois ta femme qui a le ventre qui grossit, tu dis bon. En fait, tu t'es tellement habitué à la grossesse que quand on te dit bah ça va arriver, tu dis. Ouais, ok, ça va arriver, mais c'est pas encore. Mais quand c'est là, mais oui, quand c'est là, tu dis oh. Il faudrait que les hommes ils s'intéressent un peu plus, je dirais, en tout cas pour que ça diminue cet effet-là, à la vie prénatale, parce que l'enfant, il est là à partir. Pour moi, il est là dès qu'il y a l'étincelle, quand il y a la fécondation. Mais passer 1, 2 semaines, 3 semaines, pour moi, l'enfant est là. Hein. On peut parler à l'âme qui est dans le ventre, 1 mois, 2 mois. La vie prénatale, moi, ça me fascine. La vie prénatale, c'est un truc qui me... J'ai beaucoup joué, par exemple, pas avec les 2 premiers, mais avec Adama, pendant que j'attendais que la mère, elle s'endorme, genre vers minuit, 2 heures du matin, quand elle était vraiment plus là. Je faisais ça sur son ventre, tu vois, comme ça, et des fois, je chuchotais, parce que j'avais déjà ce prénom, je disais Adama. Je faisais des trucs comme ça, le ventre rebougeait, hein. À 2-3 heures. Donc, j'entretenais
j'avais déjà une relation tu crées avec un mon lien, fils. tu crées une connexion. Et la femme le sait très bien. Et la femme, elle tient toujours son ventre. Mmh. Elle parle à son ventre. C'est des fois, par exemple, si elle va s'énerver dans la journée ou quoi, elle va pouvoir dire, je suis désolée que tu ressens tout ça. Et c'est à très juste titre, en fait, Ah au oui. final. Donc, elle est déjà en relation avec ce qui se crée en elle. Et nous aussi, on peut l'être. Hein. Ah, mais tout à fait. Mmh. Moi, je me souviens que, pour ma part, moi, j'avais mis de la musique. Tu vois, les Oui. gros casques de musique, à fond Michael Jackson, bam, sur le ventre, tu Oui. vois. Un jour, j'avais ressenti un boum, c'est un coup de pied. Je me dis, oh, ok, très bien. Mais n'empêche, en termes de vie prénatale, moi, ce qui m'avait le plus marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est un jour, j'étais en voiture, je conduis, et tu sais, il faisait un peu beau, un peu chaud, donc c'est du ventre un peu apparent. Et tu sais, je conduis et je regarde à droite, je fais, et tu sais, je vois la main qui passe sous la peau. Je dis, ah ouais. Oui. Je dis, ah ouais, ça arrive, tu vois. Et puis tu peux interagir avec lui quand il se montre, parce que je pense que des fois il cherche justement cette connexion. Mais ouais, il faut, je dis il faut, et j'ai lu aucun ouvrage dessus, mais il faudra que je me renseigne même un peu plus sur cet état de vie prénatal, parce que c'est la vie où on va dire, je vais appeler ça vulgairement la première racine, et l'enfant il se nourrit de ce qu'il va entendre, ce qu'il va ressentir, donc beaucoup des émotions de la mère, mais aussi de la voix du père, Tout de à la fait. vibration donc du père et de la vibration de la mère, même des frères et sœurs au final, de la mère, de la sœur, de la copine et tout. Mais ça joue, Ouais. puisque même l'enfant, quand il naît et que tu l'as avec toi, il entend les voix. Oui, Mais oui. c'est les voix qu'il entend, c'est les voix qu'il a entendues quand il était dans le ventre. Oui, donc il réagit quand il est né. Exactement. Il Il sait très bien que ça, c'est pas la voix de papa, c'est pas la voix de maman. Donc cette vie prénatale, donc, la vie avant la vie, ça a quand même son importance. Et d'ailleurs, il devrait pas dire. Alors oui, prénatal, c'est avant naissance, mais il devrait parler de vie. la prévie. Non, pas pré, parce qu'il y a quand même vie. Il y a vie à partir du moment où il y a l'étincelle. C'est de vie. Ouais, vie utérine, j'aime pas trop. Vie utérine, c'est pas. Enfin, ben en vrai, ça se passe là, quoi. C'est dans l'utérus, donc ou alors de vie j'allais dire intra-ventre. Vie interne, tu vois, ou relier la mère à sa vie intramaternelle. Je pense que ça pourrait être bien. Ouais. On pourra me dire que c'est un stage avant le CDI. Non, mais vraiment, hein, C'est un stage avant le CDI de la vie. pour le coup, vraiment, je pense. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, au tout début de l'émission, t'as beaucoup parlé de ta maman, qui est avec le rôti du dimanche, la N+1 qui regarde, qui dit c'est pas comme ça qu'on fait. Donc quand Juliane elle arrive là, comment réagit maman? Maman a réagi. Elle me dit, ma mère a eu Juliane. Enfin, ma mère m'a eu au même âge que j'ai eu Juliane. Ce qui est marrant. Et quand je réfléchis à ça, je me dis tiens, c'est marrant. Le parallèle à ça, c'est que j'ai eu Adama le jour de sa naissance à ma mère. Donc, d'accord. Ma mère réagit bien. Attends, wait. Adama et ta mère ont la même date de naissance? Ouais. C'est juste l'année qui diffère, mais la même. Ouais. Incroyable. Ouais. Ok. Et Juliane, ma mère, elle réagit bien. Elle me laisse aller quand même tout seul à l'hôpital parce que c'était un truc que je voulais pas être chargé de monde qui m'entoure. Je voulais, voilà, comme j'étais jeune et tout, je me suis dit peut-être il faut que j'y aille comme ça pour que je savais déjà que j'étais quelqu'un de très dispersé, donc je voulais vraiment être attentif. Et quand je rentre à la maison, quand Juliane est née, je crois qu'elle en a pas fait des tonnes. Elle m'a demandé si tout allait bien. Je lui avais, je sais pas si tu te rappelles, c'est les premiers Nokia qui prenaient des photos. C'était une espèce de grosse bassine qui s'ouvrait. Ouais. Comme ça, donc je lui avais montré quelques photos avec tant de pixels. Et puis elle est venue la voir les jours d'après. Ma mère, elle était gaga. Tu sais, en plus, Juliane, c'est quand même une petite qui lui ressemble. Tous mes enfants ressemblent à ma mère avec son gène fort. Non, elle a toujours été bien. Ouais, pour tous les enfants, elle a accueilli tous les enfants avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Donc elle était très joyeuse. On n'a jamais été en conflit avec ma mère. Non. Parce que j'ai remarqué que, parce que étant donné que tu me dis que tu as eu Juliane au même âge que ta mère t'a eu, j'ai remarqué souvent aussi que à partir du moment où un enfant arrive, bien évidemment les grands-parents deviennent gaga, mais la tolérance au niveau de l'âge d'arrivée de l'enfant, tu vois. Quand je dis tolérance de l'âge, c'est l'âge du papa, tu vois, ou de la maman, tu vois.
c'est vrai que quand ils ont, c'est limite, on dirait que c'est presque un cycle, tu vois. Par exemple, je dis ça au hasard. Si par exemple, ta mère t'a eu à 22 ans, si toi t'as eu un enfant à 22 ans, limite ça va pas être choquant pour elle, tu vois. Tu vois, et j'ai l'impression que et j'ai vu déjà plusieurs types de schémas qui se répétaient, tu vois. Il y a pas de moments choquants, tu vois. Alors que par exemple, si par exemple tes parents t'auraient eu, je sais pas moi, à 33, 34 ans, où il s'est bien établi, toi, tu serais papa à 21, 22 ans. Ah, ils auraient fait un parallèle, je pense, avec ce qu'ils étaient eux à 22 ans. Ils m'auraient fait non, mais t'es pas prêt. Et puis ils ont une vue juste sur nous, hein, parce qu'ils nous élèvent. Moi, ma mère, de toute façon, de base, moi, je disais à tout le monde que je n'étais pas prêt. Et j'ai toujours été honnête en disant, moi, à 22 ans, entre 22 et 28 ans, quand tu sais, les gens, sans connaître ton histoire, ils aiment bien te dire, ah ouais, mais toi, t'es déjà père. Quand ils ont vécu une rupture, ou qui, ouais, moi, je sais pas ce que je veux faire dans la vie. Toi, t'es déjà père, t'as déjà des enfants. Toi, moi, je savais pas ce que c'était vraiment. Quand on me disait, ah, c'est génial d'être père, je disais, ouais, tu vois, j'aimais profondément mes enfants. Oui. Mais le sentiment. Alors après, je pense que ça se baladait aussi avec la relation que je pouvais avoir avec mon père. Je savais pas trop ce que c'était. Moi, je me considérais comme un papa slash grand frère slash cousin slash tonton. Voilà. C'est ça. Ouais. Oui, c'est dû à ton âge. C'est forcément dû à ton âge. Et justement, parce que là, tu m'as fait penser à quelque chose avec tes amis, justement, qui disent, ah, bah, toi, t'es père. Parce que j'ai l'impression qu'eux, ils ont vu ça comme un peu, genre, lui, il a fini le jeu. C'est ça? Oui, bah, pour ceux qui ont une vision de la vie un peu, on va dire, linéaire et très carré. Voilà, dans des boîtes, c'est-à-dire, t'as ton taf, c'est ça que j'allais t'as dire. ton enfant, c'est bon, il te manque plus que la maison, ton permis, ton crédit, et puis après, ouais, non, moi Comment t'as géré ça, en fait, justement, quand tu dis, bon, il est là maintenant avec eux, j'ai pas trop géré, tu sais, je laissais les gens parler. J'écoutais, je répondais peu parce que je savais qu'il y aurait pas une écoute très profonde. J'ai commencé à vraiment en parler, je pense, à ma psy il y a 2 ans. Et sinon, avec certaines de mes ex, pour en citer peut-être que 2, qui étaient un peu plus conscientes que la moyenne, avec qui je pouvais aller un peu plus loin sur le sujet. Voilà, quoi. Sinon, si on revient sur l'âge, ce qui me faisait vraiment voir mon âge, c'était pas ma mère, pas mes amis, mais c'était plutôt quand j'allais à la PMI. Quand tu vas à la PMI et que tu as 22 ans, la maman de Juliane, elle avait 1 ou 2 ans moins que moi à l'époque, donc je crois que c'était 19. Et sans vouloir penser, leur maman, elle faisait vraiment... Petite fille, c'est ça? Non, mais elle faisait ado. Mais moi, tu vois, encore tu me remets il y a 7 ans, on m'appelait jeune homme. On n'a jamais su vraiment mon âge, mais leur maman... Donc quand on arrivait à la PMI, ce qui était dur, c'était les regards. Tu sais, quand on avait Juliane en poussette, et puis on était des parents qui assumaient tout. Juliane, on l'avait, tu sais, tout le temps, et tout ça. Enfin, il y avait pas de... On n'était pas dépassé par les événements. Mais les autres parents te regardent un peu... Moi, déjà, j'avais l'habitude de ces regards-là avec ce que je suis. Voilà. Mais alors, en plus, quand tu sens que c'est... Au départ, je savais pas, pourquoi ils nous matent. Je faisais, mais oui. Bah oui. Et des fois, on pensait... et j'accélère dans le temps. C'est qu'on pense... Aujourd'hui, j'ai Juliane, par exemple, qui a 23 ans. J'avais Adama quand il était bébé. Et on se baladait avec Juliane à un moment donné dans la rue. Oh là là, Juliane, c'était ta femme. Oui. Et Juliane en a rigolé de ça. J'ai fait, mais moi, en vrai, moi, ça me fait pas rire. Moi, ça me dégoûte et tout. Elle disait, mais c'est marrant. Je disais, non, c'est pas marrant. C'est chelou. T'imagines, toi, tu sais que c'est ta fille, mais les gens vont dire, ah, bah, vous avez un joli bébé. Mais en fait, tu peux pas contrôler ce que les gens y projettent. Donc, ça, je pense que on a eu beaucoup de chance d'être bâtis comme on l'était avec, je pense que oui, avec Laura, leur mère. À l'époque, c'est qu'on, elle savait pourquoi elle avait pris cette décision, et moi, je savais aussi pourquoi j'avais accepté aussi voilà. Donc, les premiers rendez-vous ont été un peu compliqués.
à vivre à l'intérieur, mais après, on s'en amusait de ça. De toute façon, après, j'ai envie de te dire, c'est si on reprend justement la chronologie des faits, c'est une évolution de l'époque, tu vois. Dans le sens où, voilà, tes enfants, ils ont quoi? Tu m'as dit que Julienne a 23 ans, c'est ça? Julienne a 23 ans, donc c'est-à-dire qu'elle est née en 2003, n'importe quoi, oui. Si, c'est ça. 2003, toi, t'as 22 ans. Donc, pour eux, les gens, en fait, ils voient, en plus, voilà, on va dire ce qu'il y a, ils voient deux parents noirs. Laura, elle est française. Française, mais voilà. En plus, c'est encore pire. Voilà. Parce qu'on sait ce qui se passe dans l'imaginaire des gens. Tu vois? Ça, voilà, tu vois. Ils sont dit, voilà, les gens qui se protègent pas. Et voilà, elle va rester toute seule. Voilà. on sait, on n'a pas besoin de dire. Mais alors qu'aujourd'hui, maintenant, tu vois, je pense que cette situation-là, elle n'existerait pas. Parce que, justement, maintenant, les enfants les adultes, ou du moins, les parents deviennent beaucoup plus jeunes qu'à notre époque. Parce qu'en plus, il y a 20 ans, on était encore dans le circuit, oui, comme t'as dit. T'as fait tes études, t'as ton travail, t'as ta maison, t'as une femme, t'as des enfants, tu vois. C'est sûrement pour ça qu'on vous a regardé avec les yeux du jugement, tu vois. Ah, mais c'était très Alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est un peu, bon, je vais pas dire que c'est freestyle non plus, mais les gens font parce qu'ils ont envie de faire, tu vois, et tant pis des regards, tu vois. Mais ça va aussi avec l'évolution de la société et aussi, je pense, à une certaine américanisation de la société, parce que voilà, on regarde beaucoup les réseaux sociaux, les baby mamas et compagnie, donc maintenant les gens disent bon, nous aussi on peut faire, hein, c'est pas dérangeant, tu vois. Mais je pense que ouais, vraiment les gens ne nous sentaient pas capables d'élever ou quoi. Il y a des trucs qui m'ont choqué, hein, on m'a déjà demandé. Alors au départ, moi après j'avais un gros ego quand j'étais jeune, hein, c'est-à-dire que j'étais dans le RER, le D, tu vois, Juliane elle fait un popo, il faut la changer, tu sais, change ma fille, il ne vient même pas me proposer quoi que ce soit. Tu sais, pour moi, je vais toucher à sa nudité, pas besoin de toi, tu vois, on sait gérer. Et t'avais des dames des fois qui venaient, attendez monsieur, je vous ai aidé, et moi je réagissais très mal à ça, je disais mais je vous ai rien demandé, restez à votre place, ça va pas ou quoi? Qui t'a demandé? Je réagissais comme ça. Aujourd'hui, je réagirais pas comme ça. Je dirais non, ça va. Mais avec les regards qu'on me balançait et tout, moi, à chaque fois qu'on me proposait de likes, c'était le Gaël de 22, 23 ans. Il disait attends, moi, tu me crois pas capable. C'est pour ça que tu me regardais comme ça, parce que quand je rentre dans le train, tu me regardes comme ça. Et quand je vais la changer, attends, je vais vous aider. Donc moi, je faisais le calcul. Je faisais non. Donc c'était ouais. Ouais, c'est vraiment de l'ego, et puis oui, comme t'as dit, avec les regards pesants, le regard pesant. C'était très pesant. Et ouais, et après je sais, non, je pense plutôt qu'après dans la tête ça se dit que ouais, comme t'as dit, hein, ils vont se dire ouais, ça j'aime pas. En plus, il est pas capable de faire ça. Et toi-même, tu sais que ça peut alimenter eux-mêmes leur imaginaire. Ah, voilà, j'ai aidé un jeune homme, il était là, tout jeune. Ils m'ont raconté à table le soir, le lendemain matin au petit-déj. Mais et la dame m'a vu prendre, tu sais, ma fille par les deux pieds. Quand t'es en vrai dans le RER, tu sais, c'est sur les genoux. Tu sais, tu mets la couche, tu prends les deux pieds. Il y a pas besoin de, t'as pas le temps de faire gazouille ceci. Tu prends, tu mets. Elle m'a fait j'ai fait bah oui, l'enfant a 3 mois. Tu crois que ça fait 3 mois que j'attends que la mère elle le fasse en fait? C'est chelou. Mais non, mais c'était des projections que les gens peut-être, on va dire, avaient à l'époque. Je pense en voyant un homme tout seul avec. Et surtout en changeant des couches dans les RER. Oui. mais des fois t'as pas le choix quoi. Il y a des parents qui laissent un enfant et puis tu sais pas pourquoi t'entends l'enfant pleurer pendant 25 minutes. Moi j'étais du parti à me dire que elle a fait. Faut changer. C'est bon, elle a pas 16 ans, elle a pas mangé au grec, ça va pas sentir non plus de ouf dans le train, ça sent rien du tout. Elle mange un petit pot à la carotte, ça sent rien en vrai. Ça sent le champignon, ça sent rien du tout. Donc oui, je le faisais, mais j'étais dans un instinct où je voulais pas qu'on nous approche. C'était. Je peux comprendre, c'est un peu ta carapace, ta ligne de défense, ça. Du coup, oui, je pense que tous ces regards-là, tous les a priori, et ce que j'étais aussi en tant qu'homme à 22 ans, quand j'étais avec mes enfants, il fallait que les gens se comportent très bien. Il fallait pas qu'ils m'approchent de trop. Encore un peu maintenant, j'ai ce truc un peu loup de. Ouais. Mais ouais. Et là maintenant, comment te voient tes enfants là? Maintenant, si par exemple je parle à Juliane et Owen, comment ils écriraient l'appel. Qu'est-ce que? Parce que quand même t'as eu cette discussion, comme pour revenir à ce qu'on disait au début quand tu disais que t'as fait ton mea culpa. Et qu'ils ont trouvé ça cool. Pour l'appart, non, eux ils m'ont dit non, c'était cool et tout, c'est cool chez mamie, on a de bons souvenirs et tout. En plus, on avait la viande du dimanche. Ils aimaient bien le matin. Je pense qu'ils étaient entourés. Ouais. Et c'est ce qu'ils aimaient, tu vois. Le soir, quand je les couchais, si je descendais en bas voir un pote,
ou fumer une clope. Eux me disaient, on en profitait, on se levait, on savait que tu descendais, on était à la porte d'entrée, on allait voir mamie elle me disait, allez vous coucher, je vais le dire à votre. Tu vois, ça crée une forme ça crée des souvenirs, c'est du lien de famille. Au final, ils ont été éduqués aussi avec ma mère et je pense que c'est pas mauvais, c'est très très bien. Donc non, je pense il dirait que c'est cool. Alors après, par contre, le père que je suis aujourd'hui, je sais qu'au début, même la mère, ça l'a un peu de me voir, c'est-à-dire avoir toujours Adama avec moi, de faire les trucs et tout. Je pense elle a vu la différence. Et comme on a discuté de ça justement avec la mère, et je disais, effectivement, je suis plus le même homme. Là, t'avais Gaël, 22 ans, qui vit à Vigneux, chez sa maman. Et là, t'as Gaël à 40 piges, qui se sépare de sa femme et qui cherche à prendre son appart pour éduquer ses enfants, et il ferme sur les relations, il veut vraiment être juste avec ses enfants et penser à son taf. Et donc oui, ça, au départ, elle a regardé, elle m'a dit non, c'est bien, mais avec les autres. Et à un moment donné, j'étais obligé de lui couper, de lui dire, écoute, moi j'ai été dans cette faction-là à ce temps-là, maintenant je suis celui-là, il faut... Voilà quoi. Ah non, t'as pris une expérience, c'est tout. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je disais à Julian et Owen, moi, je pense que vous m'avez fait, là, celui que je fais avec Adama. You made me. Mais oui, c'est grâce à vous, parce que ce père-là, c'est la somme d'erreurs et de bonnes choses que j'ai vécues avec vous. Et donc, ce redressement-là, c'est vous, je vous le dois, quoi. Oui, d'accord. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc, tu dis qu'il y a eu ce que tu es, c'est la résultante des erreurs et des bonnes choses. T'as eu des sources d'inspiration pour l'éducation, ou tu t'es dit, je vais le faire à ma façon et avec ma N+1 qui est derrière? Ça n'a pas été facile, parce que c'est une bonne question. Je peux en parler. Ça me fait penser aussi au sujet de Parlons masculin. C'est je savais pas, moi, ce que c'était d'être un père, puisque j'estime que mon père n'en a pas été un. D'accord. Vraiment. Donc, du coup, il a fallu que je prenne des repères sur ce qu'était mon grand-père. D'accord. Le père de mon père, donc mon grand-père paternel, mais aussi le père de mon meilleur ami, tonton ou papa Carlo. Big up, tonton Carlo. Qui est haïtien, hein, toi aussi? Non, je faisais coucou à la caméra. Et ça a été des gens, la famille donc carélien, qui ont été, oui, j'avais deux mères, donc ma mère et la mère de mon meilleur pote, et un autre père qui était son père. Et donc j'ai pris exemple sur ces deux hommes que sont mon grand-père et donc Monsieur Carélien, en faisant sortir mon père. Et même comme ça, c'était pas facile. C'était pas facile, puisque t'as pas une guidance. J'osais pas, ayant eu mon enfant, j'ai eu un truc à un moment donné, c'est que je me disais, oui, t'as voulu reconnaître et tout. Maintenant, c'est un peu chelou d'appeler les gens pour leur demander des conseils. Non, il faut que t'assumes. T'es dans cette mentale-là. Faut que t'assumes, en tapant du poing, pour bien préciser l'image. Chose que je ne ferai pas aujourd'hui. J'hésiterai pas à appeler ou quoi pour demander un conseil, mais ça a été un peu par moments archaïque. Tonton qui avait une excellente guidance, mais moi je gardais de tonton les phases où je me servais de sa guidance que quand il nous punissait, tu vois. J'avais besoin pas de la règle en bois, mais du truc droit, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte le ton, il dit ça c'est comme ci, c'est comme ça, il explique, il prend le temps, et voilà quoi. L'affection, par exemple, j'ai été peu affectueux avec mes deux premiers. D'accord. Je savais pas comment donner de l'affection, comment je faisais des bisous, j'étais très oral, par contre je vous aime, je t'aime et tout ça c'est des trucs que j'ai, mais prendre dans les bras, faire un gros câlin, je savais pas faire. Ça c'est et je pense que j'ai moi-même en tant qu'être humain, ma mère me disait que j'avais coupé les câlins dès 5 ans, 5 ans, 4 ans. Okay. Et donc ça c'est Adama qui m'apprend qui m'a appris à être affectif, c'est-à-dire à faire des bisous, à dire ce que je ressentais vraiment, à caresser, à prendre le temps de faire des câlins.
c'est Adama qui me le met dans mon système à 40 ans. Parce que avant ça, Ah oui. même avec mes petites amies ou quoi, c'est vraiment avec lui. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment lui qui m'a éduqué à ce niveau, quoi. Adama, c'est vraiment lui qui a déclenché. Alors, Adama, lui, il déclenche ma paternité que Julian et Owen ont façonné. Mhm. Mais en tant qu'homme, il me rebranche sur plein de trucs. Mhm. Que Julian et Owen continuent de me brancher, hein. Oui, tout à fait. Parce qu'ils sont grands. Donc, même eux, maintenant, ils ont des observations sur même ma vie privée, tu Ah bon? vois. Ah bah oui, c'est des grandes personnes maintenant. Hein. Oui. Donc, ils voient, ils ont des avis même, tu vois, sur Oh. ce que je peux, et ça me fait plaisir. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, ouais, quand on donne la parole un peu plus aux enfants, on peut en apprendre sur soi à des niveaux que l'on n'aurait pas soupçonné ou que même madame ne peut pas soupçonner. Les enfants sont, ouais. Les enfants sont des grands observateurs silencieux. Très hein. grands, très grands. C'est pour ça qu'il faut monter leur volume des fois pour entendre. Des fois, ça fait pas plaisir, hein, Ah oui. mais il faut prendre parce que si c'est là, c'est pas là pour rien. Ah, ça, t'as bien fait de le dire. Bon, ma foi, on est en train d'arriver vers la fin de notre émission. Ah, Là, j'allais dire déjà. C'est ça le problème, c'est que cette émission est addictive quand on est invité. On a envie de parler. Non, mais ça fait du bien aussi, ouais. Mais tu sais que cette émission, j'avais dit dans un épisode précédent, je crois que c'était même le premier épisode, j'ai dit que moi, justement, j'ai fait cette émission parce que tout d'abord, big up à Boubacar, parce que c'est mon ami Boubacar qui m'a dit, Bertin, fais ton truc. T'as envie de parler de certaines choses, Voilà. fais-le. Et c'est lui, il m'a même dit, hein, pour l'anecdote, c'est lui qui avant de faire l'émission, il m'avait dit quoi? Quand je tergiversais, je disais, je sais pas, j'ai pas le temps. Non, il faut appuyer fort. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit un truc super anodin. Il m'a dit, tu sais quoi? Je t'achète ton premier micro. Oh. Il m'a dit, je t'achète ton premier micro. Et tu sais, je lui ai dit, mais non, il était là sur Amazon, ouais, il y a un micro à 50 balles, tu veux ça? J'ai vu ça, telle qualité. J'ai dit non, mais ça a été un boost fois 1000. Et j'ai aussi un autre un autre booster, c'est Ibra. Ibra, big up aussi à toi. Je te dis pas assez, mais big up à toi, Ibra. Et lui, il travaille avec moi, il m'a dit, écoute, tu veux faire ça? Je valide. Je vais te trouver des micros. Il m'a trouvé un micro. Il m'a dit, non. J'ai dit, mais en fait, j'étais super bien entouré. Pour ça, c'est ma partie à moi, là, de l'émission Social Time, tu vois. Mais c'est important, hein, d'avoir des amis comme ça qui sont pas enfin, parce que tu vas avoir des amis quand t'as des projets dorés comme ça. Quand je dis doré, c'est pas parce que ça va te ramener l'argent, quoi. C'est un truc qui t'élève. Exactement. Et puis qui élève les autres, parce que j'allais te dire juste après, il y a quand même une voie thérapeutique à ce que tu fais. Exactement. C'est exactement pour ça. Mais le truc, c'est que t'as des amis qui vont te pousser en voyant ce que eux ils ne font pas et en ayant une forme de, tu vois, jalousie. Et ce que je trouve beau, c'est tes deux potes te disent, vas-y, je te prends des micros et lance-toi. Donc c'était un sacré boost. Et pour en revenir, et un dernier at last but not least, big up à Ouri. Big up à Ouri. Ouri, c'est le dernier. Après, j'ai arrêté big up parce qu'après je dirais et moi. Mais Ouri aussi, il m'a dit, go. Lui, c'est un auto-entrepreneur. Vous pouvez le voir dans l'épisode 3 justement, ou 2. Ou 3. L'un des deux. Mais c'est dans cet épisode-là où il y a Ouri. Et, qui est auto-entrepreneur et qui a été aussi un très, très grand, booster dans le projet, que j'ai voulu faire. Et ce que tu viens de dire sur le côté thérapeutique, c'est ce que je voulais faire parce que il y a beaucoup d'émissions sur les mamans, mais pas assez sur les pères. Généralement, les pères, c'est être une tribune d'1 heure dans une émission, mais pas une émission totalement consacrée avec plusieurs épisodes. Et c'est ce que j'ai voulu faire, justement, avec cette émission et ce podcast. J'ai pas non plus 15 milliards de followers, mais ma plus grosse récompense, c'est quand déjà j'arrive à avoir quelqu'un qui accepte de venir parler de son intimité et qu'il sorte d'ici en étant en mode, c'est quoi, ça m'a fait du bien. Bah oui, ça fait, mais c'est, quand tu vas chez, allez, pas le psychologue, mais le psychanalyste, pendant peut-être 10 ou 15 sessions, en fait, tu dis, quoi de neuf? Et puis tu parles. Bah là, on a fait la même chose. C'est ça. On suit le fil, on parle, mais pendant qu'on parle, il y a des choses qui remontent, il y a des choses qui redescendent, donc on revoit, ça redescend, et ça sédimente, en fait. Donc ça consolide quelque chose de plus fort, et c'est bien d'avoir un recul sur soi. Parce que on n'a pas d'espace, en fait, pour ça. Alors oui, les mères, elles en ont, aujourd'hui, on peut dire, parce que c'était, il y a quelques années, par exemple, à l'âge où on a eu Julian, et Owen, un truc qui était choquant, c'est que nous, on nous parlait pas du postpartum. On
on a fait la mère retourner au travail. Aujourd'hui, on parle du postpartum, il y a plein de trucs qui sont développés. Il y a même des doulas. On connaissait même pas ce que ça veut dire. On aurait dit doula à l'époque, je t'aurais dit, ouais, c'est quoi? C'est les nouveaux floups ou un truc comme ça. Il y avait rien de tout ça. Et je pense que pour nous, il nous manque, il faut un podcast pour les hommes, il faut qu'on puisse parler pour les pères plutôt. Et les pères célibataires aussi, parce qu'il y a un délire de la même manière que pour les mères célibataires, mais les pères célibataires, c'est encore autre chose. Je trouve que c'est quelque chose qui est pour nous trouver, il faut passer une porte, tu vois. C'est ça. Et derrière cette porte-là, il faut arriver à la pousser, il faut qu'on l'ouvre nous. Et pour qu'on l'ouvre, parce que c'est quand même un pan de vie qui peut être particulier à vivre et on sait que les hommes n'aiment pas parler, donc le degré Tout à et fait. le niveau de solitude quand tu dois gérer ton toit, donc tes factures, les changements de rythme, quand tu as tes enfants ou pas, l'éducation, moi je suis auto-entrepreneur, je suis photographe, donc ta carrière, on sait qu'aujourd'hui quand tu es photographe, il faut que tu sois commercial, il faut que tu sois limite animateur, tu vois, débile sur Instagram, il faut que donc ouais, il y a un endroit où c'est bien qu'on puisse se déposer et de dire ouais, on est entendu, on existe en tant que tel, quoi. Parfait. Moi, maintenant, on a assez parlé de Gaël, le papa. Maintenant, on veut savoir ce que Gaël fait dans la vie de tous les jours. C'est ton moment. Dans la vie de tous les jours, j'ai embrassé, moi, il y a quelques années, le métier de photographe. Je fais aussi de la vidéo à côté. Je suis complètement autodidacte. En termes d'expérience, c'est une vingtaine d'années. D'accord. J'ai commencé à prendre l'appareil, en vrai, j'avais 4-6 ans. Je jouais beaucoup avec le Canon AE1 de mon père, qui était un appareil argentique. Il me faisait fouetter le ventre, les fesses, littéralement, pour jouer avec ça. Par la suite, j'avais des jetables, des trucs comme ça. J'accélère dans le temps. J'ai fait plein de métiers différents. J'étais commercial, délégué pharmaceutique, moniteur de sport dans l'armée de l'air. Ok. J'ai fait une tonne de métiers, j'ai même vendu des chaussures pour femmes. Et au final, j'ai toujours eu l'appareil derrière moi. Donc, quand j'ai décidé d'être photographe, je me suis formé sur une quinzaine d'années. C'est comme ça aussi. C'est comme ça que la photo est devenue même thérapeutique pour moi. Ça a été quelque chose qui m'a appris à briser ma timidité. Avec la photo de rue, il fallait aller faire des photos de gens dans le RERD, tu vois. Donc pour affronter les gens, au départ je prenais mes petites photos, mais les gens ils rentrent en contact, surtout dans la ligne D, tu vois. Tout à fait. C'était très très cool. Ça a été quelque chose qui m'a relié moi dans mes cas quand j'étais dépressif ou quoi à la sociabilité, parce que c'est quand même un métier social. Et aujourd'hui donc je propose aux gens et des sessions thérapeutiques dans les bois. D'accord. Où je fais des bains de forêt, je fais respirer les gens consciemment. Il y a de la marche buto et tout ça. Puis il y a toujours la partie photo pour après se voir, donc c'est un double effet thérapeutique. Mais je m'occupe aussi d'identité visuelle pour des sociétés. Je suis aussi community manager. Je fais aussi des shoots promotionnels textiles, mais ça peut être aussi pour de la joaillerie ou d'autres choses. Qu'est-ce que je fais d'autre? Des books. Je crée aussi des identités visuelles avec des gens qui ont par exemple une envie que ce soit d'un podcast ou de un restaurant, un truc de restauration. Donc je les aide à créer leur identité visuelle et que je shoote aussi. T'es vraiment multitâche. Je me suis dit, écoute, j'aime tellement l'image, la photographie, que je me suis dit, écoute, si tu veux devenir aujourd'hui photographe, il va pas falloir, toi qui aimes tout et qui en plus, je suis Gémeaux, donc je vais un peu partout. Je me dis, prends tout ce qui peut se faire à l'image, mais fais-le bien. Donc ce truc d'identité visuelle, tu vois, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très cool pour moi, quoi. Ok, c'est parfait. En tout cas, Gaël, merci d'être venu une fois de plus. Et comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter, Gaël? Souhaite-moi de la joie. La santé, tout le monde me l'a souhaité, tout. C'est que moi, beaucoup de clients. J'ai oublié de dire aussi que je vais chez les familles, les particuliers, ça, c'est un truc que j'appuie pas assez. Je suis obligé d'appuyer. Je vais chez les familles, les particuliers, si vous voulez que je vous shoote avec vos grands-parents, avec vos oncles, vos tantes, les photos de famille, j'adore ça aussi.
Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Beaucoup de rencontres photographiques, parce que c'est aussi des rencontres, beaucoup de belles choses, et que le soleil se lève toujours demain, quoi. Parfait, c'est parfait. Voilà, c'était la fin de notre émission. Une dernière fois, merci à tous de me suivre et de mettre des commentaires sur les vidéos, d'avoir de vos retours, c'est ce qui m'importe le plus. Et, avant que je clôture cette émission, je voulais remercier particulièrement, parce que je n'ai pas cité cette entité, le studio Upendo. Oui, Parce que j'ai cité Ouvri, j'ai cité Boubacar, Ibrahim, mais j'ai pas cité le studio Upendo. quand même qui nous met bien cosy en plus. C'est important, tu vois le cadre Oui, un peu. oui, les gens savent pas tout ce qui est autour, mais on est bien, c'est beau où on est. Big up à Charles, big up à Valérie et big up à Lucie. C'est grâce à eux que la plupart des épisodes ont été tournés, donc un grand merci à eux. Même un bravo. Voilà. Donc, clap de fin.